En 2020, l'Australie a blanchi ses nuages pour réfléchir les rayons du soleil et ainsi protéger la grande barrière de corail. Super nouvelle, plus besoin d'être végétarien pour sauver les poissons. Pourtant, cette solution ne semble pas convenir à tout le monde. C'est en l'an 1946, en plein développement de l'aviation, quand l'homme essayait de maîtriser le ciel, que les États-Unis d'Amérique ont encore eu une super idée, faire pleuvoir sur commande. De nombreux programmes de recherche pour injecter des sels absolument sans danger ont été financés puis expérimentés avec un certain succès. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de problème de réchauffement climatique. Enfin, pas selon Total Energies. Donc à quoi pourrait servir cette technologie pour les United States of America? À faire la guerre, bien sûr. C'est ainsi que des nuages furent injectés pendant la guerre du Vietnam, pour accentuer les moussons et ralentir la logistique ennemie entre deux bombardements. Sauf que la population mondiale n'a pas trop kiffé. Donc, en 1978, l'ONU a édité une convention interdisant la modification du climat à des fins militaires. La Terre est sauvée. Mais aujourd'hui, cette technologie refait surface à des fins plus éthiques, enfin, selon Total Energies. C'est la Chine qui a majoritairement repris le flambeau parce qu'ils ont marre du désert de Gobi, mais aussi pour qu'il fasse beau pendant les Jeux Olympiques de 2008 par exemple. Et ça plaît pas trop à ses voisins comme nous. Sauf que Gobi n'est pas un désert pour rien. Tous les nuages sont bloqués par l'Himalaya, où de nombreux fleuves asiatiques prennent leur source. Et la Chine veut déplacer cette eau. Depuis les années 2000, de nombreux pays développent leurs programmes avec le soutien de lobbies pétroliers notamment, malgré les risques et les conséquences incertaines de cette technologie. Ainsi notamment, aujourd'hui, le nombre d'articles de presse mais aussi de publications scientifiques autour de la géoingénierie et du contrôle des rayons solaires a explosé dans le monde. Mais Jamy, comment ça marche concrètement l'injection des nuages? Nos experts techniques vont vous l'expliquer. Tout d'abord, comment intervenir sur la température terrestre? Afin de mieux répondre à cette question, prenons du recul et regardons quelques points du bilan radiatif terrestre. De l'énergie venant des rayons du soleil arrive dans l'atmosphère terrestre. Si 100 watts arrivent dans l'atmosphère, environ 70 seront absorbés par l'atmosphère ou la surface terrestre. Le reste sera rejeté dans l'espace grâce à l'albédo. L'albédo permet donc de réguler l'énergie comprise sur Terre et par conséquent sa température. Sur ces 30 watts restants, les 2 tiers seront rejetés dans l'espace grâce à la réflexion des rayons lumineux sur les nuages. L'injection des nuages est une technique de géosciences sur laquelle on a décidé de se focaliser. Elle permet d'augmenter la part de la réflexion dans le bilan radiatif afin de baisser l'énergie emmagasinée sur Terre. Comment modifier les flux d'énergie entrant sur Terre? C'est très simple, il suffit d'agir sur les nuages recouvrant les océans. L'idée est d'éclaircir les nuages pour augmenter leur réflexivité. En effet, comme un effet miroir, cela permet de renvoyer davantage de rayonnement solaire à l'extérieur de l'atmosphère. Ceci sera possible grâce à l'effet Tauné qui nous assure que la réflexivité d'un nuage de basse altitude augmente avec le nombre de noyaux de condensation. Vous vous demandez sûrement comment éclaircir ces nuages. Le professeur Salter travaille sur ces techniques. Le voilà pour vous y répondre. Salut, moi c'est Steven Salter, professeur à l'université d'Édimbourg. Avec mon pote John Latham, on a eu une super idée pour sauver la planète. On s'est souvenu de nos cours de physique dans le Minnesota où on avait vu qu'ajouter du sel dans les nuages les éclaircissait. On a alors cherché un moyen de catapulter du sel un peu partout dans les stratocumulus de la planète. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas de la tarte. C'est pendant une virée en pédalo que l'idée nous a frappé. Il nous fallait des bateaux qui pulvérisent du sel dans l'atmosphère. J'ai alors appelé Brandon, c'est un spécialiste des bateaux et du sel. Il est belge le pauvre. Et il nous a dimensionné le système de nos rêves. 1500 gros bateaux avec chacun 28 milliards de jets de la taille d'un micron. C'était un sacré défi. Malheureusement, le projet a rapidement perdu de la vitesse. Et le manque de financement nous a forcés à nous réorienter. Merci professeur, vous l'aurez compris, la mise en pratique de cette technique n'est pas si simple. Une gigantesque flotte de navires est nécessaire. La planète est de plus en plus polluée et l'air marin n'y échappe pas. Cette pollution gêne la diffusion des particules. Malheureusement, cette technique n'est pas sans effet sur le climat. Cette méthode peut aussi avoir l'effet contraire en diminuant la quantité d'eau des nuages. L'océan pourrait être refroidi localement et cela aurait des répercussions sur la circulation océanique. Véritable clé de voûte de répartition de l'énergie et du carbone dans les océans, sans oublier son rôle sur les cycles saisonniers des précipitations. Des récents travaux ont montré que cela augmenterait les inondations dans le sud de l'Australie
et baisserait la température en Amazonie. À l'heure du réchauffement climatique, un dérèglement climatique supplémentaire serait dévastateur pour l'ensemble des écosystèmes. Le problème de ces interventions artificielles dans le système climatique est que l'équilibre naturel peut être perturbé. Les nombreux processus climatiques essentiels à la survie, comme la mousson indienne, pourraient être modifiés ou même disparaître complètement. Toutes ces conséquences et perturbations sont malheureusement peu ou pas du tout prévisibles. En outre, il existe un scénario dans lequel ces interventions climatiques étaient interrompues, quelle qu'en soit la raison, puis le système climatique reviendra alors à son état de réchauffement, encore plus violemment. Les écosystèmes n'auraient aucune chance de s'adapter aussi rapidement. Les conséquences seraient dramatiques. Un autre danger serait l'utilisation abusive de ces technologies. Le fait de pouvoir modifier le temps localement pourrait être utilisé comme une arme. Imaginez qu'un État empêche la pluie de tomber dans une région donnée. Cet abus pourrait entraîner des nouvelles tensions et des nouveaux conflits géopolitiques. La controverse est très bipolarisée sur la question des nuages. Au centre, avec le plus de poids, on retrouve les géants pétroliers et les multinationales. Avec certains milliardaires de la technologie, elles font du lobbying pour promouvoir ces solutions comme la meilleure réponse face à l'urgence climatique. Ces grands groupes financent aussi largement les sujets de recherche sur la question. Cela fournirait une réponse technologique à la crise climatique et leur permettrait de poursuivre leurs activités émettrices en CO2. Au contraire, la plupart des États et des organisations internationales comme l'ONU s'engagent à interdire les pratiques visant à modifier les nuages. Par exemple, la Convention CCNUCC de 1992 ou la Convention sur la diversité biologique de 2010 rendent théoriquement impossible l'usage de techniques d'ingénierie climatique. Mais ce sont des engagements non contraignants, en particulier pour la recherche. Les populations sont dans la grande majorité opposées au projet de géoingénierie. À cause des effets imprévisibles sur la mousson, par exemple, les populations souvent manifestent contre ces projets. Les populations ont aussi peu de poids direct, on le voit sur ce diagramme. Elles subissent les décisions politiques des États ou les orientations stratégiques des entreprises. Toutefois, la réalité n'est pas aussi simple. Selon le rapport de l'Agence nationale de la recherche de 2014, même si le principe de la géoingénierie suscite majoritairement de l'angoisse à cause des incertitudes, pour certains, ce technosolutionnisme est rassurant. Il éviterait d'avoir à s'inquiéter des émissions de CO2. En ce qui concerne le savoir sur ces questions, il est normalement accessible à tous. Le GIEC a en effet étudié la question, il présente les avantages comme les inconvénients, et il en conclut qu'il ne faut pas recommander ces solutions de géoingénierie. Cependant, certains scientifiques soutiennent la géoingénierie, elle serait complémentaire et même nécessaire pour stabiliser le climat. Ils ne la voient pas comme un remplacement pur et simple à une économie bas carbone, mais seulement comme une solution additive. En clair, les interactions entre les acteurs sont souvent complexes. Souvent, il y a des divergences d'avis au sein d'un même groupe d'acteurs. C'est le cas des États et des populations, par exemple. Cette même complexité nous amène à une question centrale de la controverse. À qui revient le pouvoir décisionnel impactant le climat et la météo à l'échelle mondiale? Comment faire un système bénéfique à tous? Et est-ce qu'une gouvernance générale, globale, est vraiment souhaitable? Nous n'avons pas encore de réponse claire à cette question. Mais ce qui est certain, c'est qu'un consensus international semble difficile au vu de l'impact sur les précipitations et donc sur l'agriculture.